Franchement, je sais pas quoi en penser. Je me doute qu'il y a des gens dans notre communauté qui savent que j'ai fait ça exprès, mais je suis persuadé qu'il y en a d'autres qui vont croire que c'est premier degré, quoi. Et qu'est-ce que ça vous fait intérieurement? Ah, ça me met mal à l'aise. Parce que je veux pas que les gens pensent que je suis vraiment comme ça peut aller vite, hein. Et en plus, là, depuis quelques années, il y a plein de youtubeurs qu'on montre du doigt, parce qu'ils ont des vices, des déviances, enfin... Moi, si jamais il devait m'arriver la même chose qu'à ces mecs-là, je perdrais tout, quoi. Et vous pensez que le fait de l'avoir fait vous expose à des risques? Bah, j'espère pas, mais enfin, c'est pas impossible. J'ai dit wesh, quand même. Pour la première fois dans un MDF, on va parler d'un film français. Alors, on l'a déjà fait dans Les Monstres de l'été, hein, avec l'année du requin. Mais dans un MDF, c'est vraiment tout nouveau. Et en plus, c'est un film récent. Vermine est un film d'horreur fantastique français, alors ça fait vraiment bizarre de dire ça, sorti le 27 décembre 2023 et réalisé par Sébastien Vanitschek, dont c'est le premier long métrage et qui n'avait jusque-là réalisé que des courts métrages. Il a co-scénarisé le film avec Florent Bernard, qui en est pas à son premier, puisqu'il a écrit beaucoup de scénarios, notamment chez Golden Moustache, mais aussi pour des séries comme La Flamme, Groom ou Le Flambeau, et sur des films comme Jack Mimoun et Les Secrets de Valverde, et Nous les Leroy, qu'il a aussi réalisé. Et leur travail sur Vermine a tellement plu outre-Atlantique qu'il est prévu qu'il réalise et scénarise le prochain Evil Dead. Tout commence en Afrique du Nord. On suit un petit groupe d'hommes à la recherche de quelque chose dans le désert. Comme cette chose vit sous terre, ils utilisent un gaz pour l'en déloger. Sauf que ça la fout de mauvaise humeur, la bestiole. Pendant que l'imprudent se tord de douleur, ses potes récupèrent plusieurs dizaines d'araignées dans les boîtes, et comme il ne semble pas y avoir d'antivenin... Je pense que Peter Jackson adorerait ce film. Dis donc, il est nouveau ce t-shirt? Bah, c'est le t-shirt qui est issu de la collab entre Crève Clothing et The Dark Eyes Shop. Et d'ailleurs, The Dark Eyes Shop est notre sponsor aujourd'hui. The Dark Eyes Shop est bien plus qu'une simple boutique en ligne. C'est un véritable cabinet de curiosité où chaque objet célèbre l'esthétique gothique et l'ésotérisme contemporain. Il y a un large choix de produits flippants et mystérieux. Vous trouverez des t-shirts et sweats gothiques imprimés de figures occultes dans des tissus haut de gamme, des bijoux artisanaux, des bagues sigillaires, des colliers pentagrammes, des accessoires rituels, comme des planches de Ouija en hêtre, des bougies coulées selon d'anciennes formules, des encens rares, des fioles d'herbes ésotériques, des crânes sculptés pour orner votre salon ou votre salle de torture, c'est comme vous voulez. Il y a des cabinets de curiosité miniatures, des boîtes à secrets ornées de pentacles, histoire d'invoquer un démon dès que vous l'ouvrez, et il y a de la papeterie noire, comme des carnets, des plumes métallées et des seaux de cire. Mais il y a aussi de quoi satisfaire les fans de pop culture, parce qu'on peut y trouver des figurines de monstres du cinéma, des affiches de films, des BD et des romans. Oh, c'est quoi ça? Alors lui, faut que je le prenne. Chaque pièce est choisie pour son originalité et pour sa qualité, et en plus elles sont expédiées dans un écrin soigné. Le paiement est sécurisé à 100%, et avec le code de réduction Monstre de Film, vous aurez le droit à 15% de réduction sur votre prochaine commande. Découvrez dès aujourd'hui thedarkeyeshop.com et affirmez votre passion pour l'inquiétant et le mystérieux. On fait ensuite un saut vertigineux de plusieurs milliers de kilomètres pour atterrir dans la banlieue parisienne, plus exactement à Noisy-le-Grand, où notre héros, Caleb, est en négociation avec Ali, le gérant d'une supérette à qui il veut acheter un bijou. J'ai besoin d'un beau truc, je veux pas gérer une petite de 16 ans en fait, on dirait des trucs du manège à bijoux tes trucs là wesh. Eh, sois content déjà que je te monte pas en l'air. Cette expression montée en l'air, franchement je la trouve géniale. N'empêche, faut de la force pour monter quelqu'un en l'air. Ah bah oui, mais justement, c'est pour ça que quand on le dit en règle générale, c'est qu'on est vraiment énervé. Bref, après 5 minutes de prise de tête, Ali emmène Caleb dans l'arrière-boutique de son magasin, endroit où il stocke 2-3 bricoles à vendre sous le manteau et plein d'animaux exotiques. Et comme Caleb est un passionné, il lorgne les bestioles comme le ferait un gamin devant le rayon bonbon d'une grande surface. Tu sais qu'à l'ancien je devais ouvrir ma ménagerie de reptiles. Ah, je m'en bats les couilles. Sympa le mec. Bon, après, avec un gars comme ça, tu sais à quoi t'en tenir. Eh dis donc, tu savais... Caleb rentre ensuite chez lui, dans la cité Louis Vuitton. Oui, je sais que c'est les arènes Picasso de Noisy-le-Grand,
Mais moi, quand je les vois, j'ai l'impression de voir 2 grosses boîtes à chapeau Louis Vuitton posées sur un meuble. Où il a développé un commerce de vente de chaussures avec son pote Matisse. Comme il peut pas se payer un local, il stocke tout à la cave. Mais pour atteindre les boîtes, il doit manœuvrer entre les vélos que son pote passe son temps à barber. Arrête de tout barber au quartier, putain. Non mais je les emprunte et les gens ils réclament pas après, donc c'est pour ça, moi je les vois, je les ramasse. Mais il va pas faire de vente aujourd'hui, parce qu'une des boîtes a pris l'eau, et ça, Caleb, ça le met de travers. Je t'ai dit, on fait du quali. Donc c'est bien propre, carré, laser. Y a rien à dire. Donc, en attendant que la boîte arrive, il rentre dans l'appartement de Feu, sa mère, qu'il occupe avec sa sœur Manon, qui est en plein travaux. Et comme tout frère et sœur, il s'adore. Caleb se planque alors dans son havre de paix, sa chambre, où il range sa nouvelle acquisition dans une boîte à chaussures en attendant d'avoir un vivarium pour elle. Et apparemment, son arrivée perturbe un peu les autres bestioles. On se demande bien pourquoi. S'ensuit une engueulade, déjà parce que Manon a débranché les lampes et chauffage de ses vivariums, mais aussi parce qu'elle veut vendre l'appartement de leur mère. Tu te prends pour qui en fait, toi? Et toi, tu te prends pour qui là? Et toi, t'es qui? Vas-y, pauvre mec là, avec ta tâche là. Toi, pauvre meuf, c'est toi la tâche, wesh. Oh, bah c'est une engueulade entre frères et sœurs, hein. Jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Ça vole jamais très haut, ce genre de dispute. Je suis même vachement étonné qu'il n'y en ait pas un qui ait dit de toute façon t'as été adopté. Il va ensuite à un repas organisé par Claudia, une voisine qui va déménager et à qui il offre le fameux bijou qu'il cherchait un peu plus tôt. Sur place, il va croiser Toumani, un de ses clients, qui attend sa paire de pompes avec une grande impatience. Si tout le monde m'appelle TN, c'est parce que je mets que des TN. Toumani, Nganou. Et gros, jusqu'à la mort, je mets des TN, ok? Mais il y a aussi les petits du quartier, avec qui il fait le grand frère. Wesh. Non, tu fais quoi? Arrête pas, tu fumes pas ici, y'a les anciens. C'est bon. Et Monsieur Benzaoui, un ancien bienveillant qui prend soin d'eux. Mais un champion, il finit pas. Ça, c'est vrai. Et toi aussi, d'ailleurs, faut que tu t'arrêtes. Ok. Un peu plus tard, il rentre chez lui et s'aperçoit que l'araignée a foutu le camp. Il fouille partout et finit par trouver un cocon de soie qu'il met dans un carton et passe à autre chose. Et ça a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Il dort même très sereinement. Moi, personnellement, j'y arriverai pas. Hein. T'as une araignée, tu sais pas trop d'où elle vient, qui a été lâchée dans ta chambre, tu ne la trouves pas, tu ne sais pas où elle est. Moi, je ne dors pas. Je pense même que je ne dors plus jamais. Il est réveillé à 11 h le lendemain par les coups de perceuse de sa sœur qui s'est fait en plus aider par son pote Matisse, son ancien meilleur ami Jordi et sa copine Lila. Alors, pourquoi ancien meilleur pote? Parce que... On va le savoir dans quelques minutes, t'as pas besoin de nous le dire là. Ok, ça va, oui chef. Caleb livre ensuite ses chaussures à Toumani. Bon, ils sont un petit peu emmerdés par le relou du bâtiment qui est persuadé qu'un rassemblement de jeunes dans un parking, ça rime toujours avec trafic de drogue. Y'a quoi là-dedans? J'ai de coke? Vas-y, c'est bon. Mais ça n'empêche pas Toumani de repartir avec ses chaussures et de les essayer. Mais là, c'est la merde, parce que l'araignée n'est plus seule. Alors en tout cas, le chien s'en fout, hein. Son maître se fait attaquer par plein de petites bestioles, mais lui ce qui l'intéresse, c'est de bouffer le cadavre de l'araignée. Le pauvre mec rentre péniblement chez lui et appelle Caleb tout en luttant contre le venin qui le tue petit à petit. Mais le vendeur de l'année répond pas. En même temps, il est occupé à envoyer chier Jordi, Lila, Matisse et Manon qui squattent sa chambre. Mais à force d'entendre les aboiements de son chien, les voisins montent, défoncent sa porte et le trouvent mort dans son salon. Arrivent alors les pompiers et la police qui n'ont pas plus d'informations que ça au sujet de ce qui l'a tué. Il a fait quoi exactement? Il a fait quoi? Il a fait un malaise, c'est ça? Ta gueule, c'était pas un malaise ça. Gilles, s'il te plaît. Je pense que c'est sûrement une retranscription très fidèle de ce qui se passe en vrai dans ce genre de cas. Les secours sont à peine arrivés qu'on les bombarde déjà de questions sur ce qui s'est passé. Laissez-leur 2 secondes. Et pourquoi vous portez un masque? Vous prenez pour des bêtes, là. Très bien, je l'enlève, c'est bon. Ah oui, les masques qui sont là pour faire joli. Ouais, on s'en souvient. On s'en souvient. Et histoire de rassurer tout le monde, le policier décrète l'interdiction d'évacuer le bâtiment. La machine à stéréotype balance la phrase de trop. C'était juste un camé ce mec-là. Son bras expliquait. C'est Caleb qui lui vend de l'héros. Quoi? Du coup, c'est la bagarre. Mais quand le corps de la victime passe sur un brancard, ça calme tout le monde. De retour dans l'appartement, le groupe se demande ce qui a bien pu tuer Toumani. Et ils vont rapidement avoir la réponse lorsque Lila va se retrouver nez à nez avec un rejeton de la mignonne araignée dans la salle de bain. Et la nouvelle génération semble un poil plus grosse. Jordi essaie de la récupérer dans un verre, mais il a pas l'air très doué. Ou en tout cas, il flippe. Finalement, il cartonne la bestiole à coups de balai. Ah non, elle est encore vivante. Ah bah non, finalement non. Ok, une araignée magicienne. Mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, je la vais disparaître.
C'est quoi ce bordel? Ben, je sais pas. Bon, dans le doute, on va boire un coup. Comme il y en a plein d'autres qui sortent de l'évacuation de la douche, il scotche la porte de la salle de bain et interroge Caleb, qui fait l'ignorant au début, mais finit par avouer que l'araignée est à lui. Vas-y, j'ai acheté une araignée. Mais wesh, vas-y. Mais aucun rapport, putain, elle était 10 fois plus petite que celle-ci. Mais ce qu'il comprend pas, c'est pourquoi elle est plus grosse. Ouais, en mode Darwin. Ah oui, alors, le mode Darwin, c'est un truc qu'a expliqué Jordi un peu plus tôt. Tu sais que ça peut faire jusqu'à 30 cm, ça? 30 cm. C'est qui vit dans des milieux hostiles, tu vois, pour se protéger avec les prédateurs et tout, ils s'adaptent, c'est Darwin, quoi. En fait, pour faire simple, les araignées vont grossir de génération en génération pour pouvoir s'adapter à un environnement ou affronter leurs prédateurs. Bon, dans l'idée, dans la nature, c'est quelque chose qui existe, hein, mais ça se fait sur des millions d'années d'évolution. Et puis, dans l'idée, une araignée qui passe de ça à ça, c'est-à-dire 10 fois sa taille, c'est un peu abusé. Jordi trouve alors le cadre où la bestiole a fait son cocon et demande à Caleb de lui montrer le carton où se trouve la boule de soie. Et là, les problèmes commencent. Au rez-de-chaussée, la gardienne entend la police parler de quarantaine et voit des toiles d'araignée de partout. Elle grimpe alors sur un escabeau, soulève une plaque du plafond et se retrouve dans une épreuve de Fort Boyard. Elle bombarde les araignées d'insecticides, enfin, elle les enfume comme des renards plutôt, et il semblerait que rien du tout. Après l'incident de la salle de bain, Jordi propose d'aller demander de l'aide à la police puisque personne ne répond au téléphone. Moi, je demande pas de l'aide au Schmitt, hein, je te le dis, c'est une question d'honneur. Et honneur de quoi? Toi, tu t'es déjà fait contrôler un jour dans ta vie? Non, il tire des vélos. Évidemment, ça repart en cacahuète parce que Caleb veut pas sortir sans prévenir tout le monde. Du coup, tout le monde s'engueule. Et puis, comme il a pas envie de lâcher l'appartement, bah, il a pas envie de partir. Donc, au final, il se prend la tronche avec sa sœur, encore une fois. T'en as rien à foutre de cet appart, t'en as rien à foutre des gens de l'immeuble, voilà, tu t'en bats les couilles. C'est des gens que maman elle aimait aussi. Tu te souviens d'elle? Tu l'as oublié. Mais finalement, il décide de prévenir les voisins et ensuite de partir. Sauf que les araignées sont déjà partout. Et puis il y a la moitié des gens qui veulent pas les suivre. Leur pote Moussa en croise une balèze pendant sa séance de muscu. Ok, alors ça peut marcher, mais c'est un peu radical. Et puis ça coûte cher en rénovation. Ça y est, tu l'as tué l'araignée? Oui, je l'ai tué l'araignée. Par contre, on va avoir un chouille froid cette nuit. Ah bon? Pourquoi? Tu savais que la cloison donnait sur l'extérieur, toi? Non. Eh ben, je te confirme, on voit bien l'extérieur maintenant, j'ai dû faire un léger trou. Mais l'araignée est morte, hein. Alors ça, elle est morte, comme le mur, quoi. En plus, il l'a même pas tué. Et franchement, à quel moment tu fous la tête dans le trou pour voir si l'araignée est là? Sans déconner, l'instinct de survie, c'est pas juste un concept, hein. Caleb et Mathis font plusieurs étages, mais c'est déjà trop tard. Soit les voisins sont morts, soit ils vont pas tarder à l'être. Que ce soit Claudia, la voisine, qui devait déménager, je dis devait, parce que maintenant elle ira nulle part, ou encore Monsieur Benzaoui, qui a fait ce qu'il a pu en coiffant des araignées sous des verres ou des bols. Pendant ce temps, Lila regarde si une chaîne de télé parle de l'incident, pendant que Jordi fait des recherches sur les araignées. Elles pouvaient multiplier par 10 leur taille afin de faire face à leurs prédateurs en abritant le plus d'eux possible. Sur ça, un drôle de bruit venant de la salle de bain attire leur attention. Jordi va voir et découvre le chien de Toumani que Caleb avait recueilli après la mort de celui-ci, et qui, je le rappelle, a mangé le cadavre de l'araignée, gisant sur le sol, éventré par une araignée de belle taille. Bon, bah c'est peut-être le moment de foutre le camp, hein? En sortant, il croise Caleb et Mathis, qui les somme de rentrer parce que ça craint dehors, sauf que ça craint aussi dedans. Et cerise sur le gâteau, v'là le relou qui savate tout le monde à coups de matraque télescopique. Tu fais quoi? Et si je fouille? Je vais pas trouver de coup de shit. Comme il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison, Caleb le laisse fouiller sa chambre, et direct il voit la boîte à chaussures entourée de scotch. Il l'ouvre comme un marteau, et forcément... Le groupe décide ensuite de descendre dans le parking pour récupérer une voiture et foutre le camp. Mais pour y accéder, faut passer par ce couloir. Alors là, très franchement, même sans être arachnophobe, je pense que tout le monde fait dans son froc. Tu le ferais pour 1 million d'euros? Franchement, non, même pas. Là, il y a tellement de risques de se faire mordre et de terminer en état de couveuse que c'est même pas la peine. Cependant, Caleb remarque que les bestioles sont plus calmes lorsque la lumière est allumée. Alors il leur propose de se couvrir au maximum et de traverser tant qu'il y a de la lumière. Dans le doute, Manon reste à l'entrée et tient le minuteur pendant que tout le reste du groupe traverse le couloir de la mort. C'est le cas de le dire. Et c'est maintenant le tour de Manon. Attends, tu vas voir que la lumière va s'éteindre pile au mauvais moment. Voilà.
Alors tout va bien pour eux, mais ça risque de pas durer, parce qu'ils sont coincés entre les vilaines bébêtes à 8 pattes et la police qui bloque l'accès au parking puisqu'ils ont mis le bâtiment en quarantaine. Pourquoi ils rallument pas la lumière? Parce que le bouton de leur côté est pété. On l'a vu au début du film. Suis un peu. Les trois gars essaient de forcer la porte, mais les flics les gazent, ce qui les oblige à rebrousser chemin à travers un écran de fumée sombre comme une caverne. Et malheureusement, ils vont perdre Jordi. Il n'est pas le temps de criser ou de perdre les pédales parce qu'au plafond, une grosse araignée sort du cadavre de la gardienne et menace de les attaquer. Ils se planquent alors dans un local poubelle où le groupe bascule dans la folie en entendant les hurlements de Jordi qui doit subir les pires choses dans le tunnel de soie. Finalement, c'est Mathis qui est le plus alerte à ce moment-là. Reste concentré, Caleb. Focus! Focus! Mais maintenant, on peut se défendre. Alors, d'où ils viennent ces feux d'artifice? C'est très simple. Au début du film, Caleb les a confisqués à des gamins qui faisaient les cons dans le hall de l'immeuble. Sors d'où ça, putain? Qu'est-ce que tu fais? Lâche. Et écoute, bol pour eux, il y a même des torches dedans. Grâce à elle, ils tiennent les monstres à 8 pattes en respect. Alors, n'empêche, ils regardent droit devant eux, mais elles pourraient sortir de partout, hein, de derrière, d'en dessous, sur les côtés. Bon, c'est le scénario qui veut ça, mais quand même. Et histoire de se venger de toutes les morts survenues à cause d'elle, Caleb sort le molotov. Courez! Alors, bien visé, c'est mieux. Parce que, bon, dans l'idée, elles allaient peut-être vous courir après, mais elles étaient peinards au plafond. Là, vous venez de les rendre furax. C'est un peu con. Les bestioles les coursent alors dans les escaliers et ils ne doivent leur salut qu'à l'appartement de Gilles, le relou, qui est encore aux travaux et contre toute attente, vierge d'araignée. Ce qui fait qu'ils ont un petit peu le temps de souffler. Et d'ailleurs, Lila en profite pour demander à Caleb pourquoi lui et Jordi n'étaient plus les meilleurs amis du monde. Reste pas sans rien dire, s'il te plaît. Pourquoi t'as arrêté de lui parler? Bon, comme avec YouTube, on peut pas mettre des extraits trop longs parce que droit d'auteur, tout ça, patin couffin, je vais vous résumer vite fait. En fait, quand ils étaient gamins, ce qu'ils voulaient, c'était créer une espèce de ménagerie avec des reptiles, des insectes, des arachnides, etc. Et un jour, Caleb a ramené un iguane chez lui. Et il l'a montré à son pote Jordi. Sauf que l'iguane a mordu Jordi, ça s'est infecté, il est allé à l'hôpital, tout ça. Et quand la police a demandé ce qui s'était passé, il a balancé son pote Caleb. Donc l'autre a été un petit peu mis de travers parce que son meilleur pote l'a balancé. Du coup, ils se sont un petit peu éloignés l'un de l'autre. Ensuite, il y en a un qui a déménagé, l'autre a perdu sa mère, et c'est comme ça qu'on passe à ça de se rabibocher avec son meilleur pote. C'est dommage, parce que la vie est courte. Là-dessus, des CRS déboulent, et ils s'attendaient pas à voir des survivants à cet étage. Faut descendre! Faut descendre! Et là, bagarre, plaquage au sol, gazeuse, coup de flashball dans la tronche. Bref, une rixe de manifestation de gilets jaunes. Évidemment, ce sont les bleus qui gagnent, et tout le monde se retrouve dans le parking où la police a établi un poste avancé pour contenir la menace arachnide. Ils étaient là tout ce temps. Ils retrouvent le même policier qui avait demandé à tout le monde de rester chez eux lors de la mort de Toumani. Vous nous avez enfermés, putain! C'est la procédure, ok? Vous les aspergez avec votre truc, là, que tu vois, là. Et le truc, comme tu dis là, il est aussi dangereux pour elle que pour vous. Reviens! La vérité, c'est que vous vous chiez dessus! Qu'est-ce qu'il fout l'autre derrière avec sa pelle, là? Reviens! Il fait semblant de ramasser, le feignant, va. Spectateurs, spectatrices, vous aimez apprendre en vous amusant? N'hésitez pas à aller sur notre chaîne secondaire Culture avec un G. Et si vous avez envie de discuter avec nous et avec la communauté, on a un Discord tout nouveau tout beau qui a ouvert. Tous les liens sont en description, il y a juste à cliquer. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Mathis s'est fait mordre, et le venin fait son effet. Alors quitte à mourir, autant le faire avec panache. Tu diras aux gens du quartier que j'ai fait un truc lourd de ouf. Oh oh. Alors, dans l'idée, je pense que le plan est un peu con. Parce que déjà, ça se trouve, t'aurais peut-être pu survivre au venin, on sait pas. Hein, peut-être qu'ils connaissent les araignées et qu'ils ont un anti-venin. Ça, on n'en sait rien, mais bon, bref. Après, je pense pas que tes potes puissent survivre. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui le dit. Parce que dans l'idée, ils sont un peu ligotés et ils sont pas très loin de la porte. Même s'ils ont le temps de courir, les araignées sont quand même des centaines. Après, même si les flics sont un peu des bâtards, parce qu'ils vous ont confinés, ils vous ont gazé, ils vous ont pété la gueule, est-ce que c'est vraiment une raison pour tous les faire tuer? Je sais pas.
Dans la cohue, Caleb prend une balle dans la jambe. Il se planque avec Manon dans un van pendant que Lila va chercher sa voiture. Manon panse la jambe de son frère et juste après, ses nerfs craquent. J'en ai pas rien à foutre de maman. J'ai jamais oublié. Et pour la première fois depuis le début du film, Caleb lui montre de l'affection et la prend dans ses bras pour la réconforter. Et très vite, d'horribles pattes de dimension folle, putain elles sont devenues énormes, tentent d'entrer dans le van. Mais coup de chance, Lila est là. Nos deux survivants foncent à travers les balles et les araignées vers la voiture salvatrice, et les voilà en route vers la sortie. Mais pourquoi vous vous arrêtez? Vous êtes tiré d'affaire, barrez-vous! Putain, ça pour une grosse araignée, c'est une grosse araignée. Et du coup, je sais pas, rouler dessus. Faut ouvrir à la main. Quoi? Comment ça, à la main? C'est soit ça, soit on reste bloqué ici, ok? Mais putain, rouler sur l'araignée et défoncer le portail. Alors du coup, il sort de la voiture et demande à Lila d'éteindre les phares. Et contre toute attente, au lieu de lui sauter dessus, l'énorme araignée se tire. Caleb ouvre la porte du parking et les voilà sauvés. Alors par contre, si tu pouvais éviter de laisser le portail ouvert, ce sera vachement bien, parce que ça éviterait que les araignées sortent. Bah non, elle n'aime pas la lumière. Bah elles vont sortir quand il fait nuit. Et là, pour le coup, elles vont bouffer un paquet de monde. Comme on les croit morts, leurs photos sont affichées sur un mur des disparus. Le bâtiment est rasé pour qu'il n'y ait plus de traces des vilaines bestioles à 8 pattes. Tu vas pas me faire croire que les mecs ont demandé à des artificiers de rentrer dans un bâtiment infesté d'araignées hyper dangereuses et mouse pour poser des charges. Parce qu'à mon avis, ça a pas dû se passer comme ils voulaient. Hein. Bon, écoutez, si je vous ai pas rappelé, c'est parce qu'il y a rien de neuf. Je vous l'ai dit, si jamais il y a du nouveau, je vous préviens. D'accord? Donc je vous appellerai que quand j'aurai du nouveau. Bon, au revoir. Bon, donne-moi une bonne nouvelle. Là. On en est au 20e. On a perdu 20 gars? Oh non, mais moi je sais plus quoi faire au bout d'un moment, merde. Il nous reste que les tocards, que les boulets. patron. Pignon. Oui, patron. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Ah, ça tombe bien que vous posiez la question. Je voulais faire une super reproduction de la Tour Eiffel. Oui, non mais d'accord, mais vous êtes dispo ce week-end quoi. Bah oui. Petite astreinte à Noisy-le-Grand, ça va? À Noisy-le-Grand, c'est pas ce que j'aurais choisi, mais ouais, pourquoi mais pas. peu importe, vous êtes disponible. Oui. Vous voulez bien le faire? Oui. Bon, parfait. Alors, vous mettez votre tenue, et puis vous allez directement là-bas, vous avez une petite dizaine de minutes. Juste la tenue et les charges, tout ça pour... Sur les corps de tes collègues. C'est déjà là-bas. Sur les corps de mes... C'est bien payé, cette histoire. Comment que c'est bien payé? C'est payé 20 fois plus que d'habitude. 20 fois plus. Ah bah je suis partant, j'y vais tout de suite, patron. Et dans son coin, t'as Caleb qui enterre une boîte avec une photo de lui et Matisse, à l'époque où tout allait bien. Et je pense que son rapport aux araignées est un peu différent maintenant. Je l'ai dit dans le monstre de sortie qu'on a fait à l'époque, mais Vermine est vraiment une bonne surprise. C'est un vent frais qui souffle sur le paysage cinématographique français. Et pourtant, il partait pas gagnant. Hein. Parce qu'un film d'invasion d'araignées qui se passe dans le 93, c'est pas le genre de pitch qui fait déplacer les foules. Et pourtant, c'est un très bon film. Que ce soit dans son traitement, dans ses effets, dans ses personnages, tout est très bon. Alors, on peut avoir des réserves sur l'histoire, et surtout sur les araignées, mais en soi, je trouve pas que ce soit plus abracadabrantesque que ce que les États-Unis nous servent depuis des décennies. Même si ils ont poussé les potards au maximum. En général, dans un film de monstre, la bestiole a souvent une, voire deux caractéristiques qui la différencient de ses homologues du vrai monde de la réalité véritable. Une plus grande taille, un caractère enragé, une plus grande rapidité de reproduction, ou un venin hyper mortel. Mais là, c'est comme dans Sous la Seine, il y a tout. Les araignées sont mortelles, grandissent vite, se reproduisent à une vitesse qui dépasse l'entendement, elles sont gigantesques et elles se servent des gens comme incubateurs. Alors l'idée qu'elles grandissent de génération en génération pour survivre dans un nouvel habitat, c'est vraiment pas con. C'est original et ça propose quelque chose qui scientifiquement peut être plausible. Mais ça va super vite quand même, parce qu'il faut quoi, 2-3 jours pour avoir des araignées d'1 mètre? Non, c'est abusé. Je l'accepte, parce que j'aime le film et que je le trouve très bon. Mais c'est abusé. Ah, mais c'est un film, c'est pas grave. Alors, c'est juste un film. Écoute bien ce que je vais te dire. Et vous aussi. Prenons Un cri dans l'océan. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un film d'horreur, d'action et fantastique où des mercenaires se retrouvent chassés par une énorme pieuvre dans un paquebot de luxe.
Le film se passe dans notre monde. Il n'y a pas de super-héros, pas d'extraterrestres, il n'y a pas 24 continents, on n'est pas sur la Terre X24B12, c'est notre Terre. Donc personne ne survit à une balle dans la tête, il n'y a pas de gens immortels, tout ça, tout ça. Et là-dessus, on nous introduit un élément fantastique, l'Otoya. Ouais, c'est son petit nom. Dans l'idée, cette bestiole, c'est n'importe quoi. Elle vit dans les profondeurs, donc si elle remonte, elle crève, parce que son corps est habitué à la pression des fonds marins. Ses tentacules passent dans des tuyaux de sang, alors qu'on voit sur certains plans qui font un bon mètre de largeur minimum. Il y a des bouches au bout qui se repèrent au son, bref, ce truc, c'est n'importe quoi. Mais c'est le seul élément fantastique du film, donc qui peut se permettre des choses hors du commun, à condition qu'il n'y ait que lui qui soit hors du commun, et que ça ne brise pas les nouvelles lois qu'impose sa présence. Ce que je veux dire, c'est que la créature d'un film fantastique arrive avec des caractéristiques qui lui sont propres et qui ne la concernent que elle. Par exemple, dans le cas présent, on est sur un monstre marin gigantesque, un petit peu mutant sur les bords, qui a une force herculéenne et qui a des bras qui peuvent aller partout. Mais si tout d'un coup, il se propulse dans l'espace, qu'il atterrit sur la Lune et qu'il commence à tailler une bavette avec une huître venue de la mer de la tranquillité, ça va être complètement ridicule. Tout l'univers créé par cette créature fantastique, tous ses codes, toutes ses caractéristiques, tout va tomber à plat. Parce que ça ne va plus avoir aucun sens. Rappelons-le, le fantastique a besoin de l'ordinaire pour être fantastique. C'est comme ça, et c'est pas parce que c'est un film que ça passe. Même un film fantastique se doit d'être cohérent avec son propre univers. Ouais, enfin, c'est un peu gros comme comparaison, là. Là, c'est juste des araignées plus grandes que la moyenne. Y a pas de quoi faire un laïus. Bah si. Si, je suis désolé, si. Mais je vais reprendre l'exemple de l'Otoya. Dans l'idée, ce merdier, c'est un mollusque. Il a pas d'os. Donc la possibilité que ses tentacules passent dans des tuyaux aussi fins, c'est pas si fou. Y a qu'à voir ce que peut faire une vraie pieuvre. Donc, même si c'est abusé, ça peut le faire. Mais pour les araignées, la loi de la nature est implacable. Si on ne trouve pas de spécimens plus grands que les Huntsman ou les Goliath, c'est parce que ces animaux ont un exosquelette qui ne résisterait pas à leur propre poids. Elles s'effondreraient sur elles-mêmes. Donc ça, c'est impossible, à moins de venir de l'espace. Sauf que là, bah, c'est pas le cas. Je pense que s'il s'était arrêté à une taille maximale de 30 cm pour les araignées, le film aurait considérablement gagné en crédibilité sur ce plan-là. Parce que 30 cm, c'est déjà beaucoup, hein. C'est la taille maximale qu'on peut trouver dans la nature. Et une araignée de cette taille-là, ça fait largement autant flipper qu'une araignée de cette taille-là. Bon, par contre, la taille, c'est une chose. Mais alors, la vitesse de croissance et la durée de gestation des araignées, c'en est une autre. Là, c'est abusé comme pas permis. Ouais, mais tous les films ont plus ou moins ce manque de cohérence. Arachnophobie avait le même problème. Oui, c'est vrai. Mais dans Arachnophobie, les araignées étaient pas très grandes. Bon, à part le général. Mais elles avaient une taille normale. Par contre, j'avoue que j'ai jamais vraiment cerné la manière dont elles pondent dans leur proie. Parce que, concrètement, aucune araignée ne le fait. C'est un truc réservé aux mouches et aux guêpes, par exemple. Mais comme elles rentrent dans leur proie, je pense qu'elles posent leur cocon dedans en passant par la bouche. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que la lumière les calme. Ça leur fait une faiblesse que les héros peuvent exploiter. Bon, parfois ça n'a pas l'air de marcher, que ce soit avec la lumière des sorties de secours ou du soleil. Mais c'est une chouette idée scénaristique. Bon, j'imagine ce que vous devez vous dire. Vous devez penser que je critique un peu durement le film. Mais c'est normal, c'est parce que je le trouve très bon. Et je pense que, à quelques détails près, il aurait pu vraiment frôler l'excellence. Mais pour vous dire à quel point il est vraiment considéré comme bon, Stephen King lui-même a dit qu'il était terrifiant, dégoûtant et bien fait. Il peut se tromper, tu sais. Alors, c'est vrai, mais... les personnages du film sont très bien travaillés et bien joués. Beaucoup de gens ont mal réagi en voyant que ça se passait en banlieue et que le phrasé employé était vachement orienté wesh. Mais déjà, on s'y fait très vite et surtout, c'est crédible. Je ne vois pas des gens jouer des personnages. Ils sont les personnages. L'agressivité entre Caleb et Manon, les prises de bec entre frères et sœurs, Lila qui hurle à la mort quand elle perd Jordi, la tristesse de Manon qui veut pas passer pour une ingrate qui a oublié sa mère, et le côté gauche et naïf de Matisse contrebalancé par son regard intense face aux araignées, le dialogue de sourd avec les flics qui fait monter la tension et par extension la haine. Merde! Moi-même je trouve que le cinéma français manque de gens qui remplissent leur rôle. Et bah là, on a une vraie exception à la règle. On pourrait, par erreur, trouver les dialogues pas terribles, mais ils sont naturels. Les échanges entre Manon et Caleb sont des gamineries de gosses chiants qui veulent toujours avoir le dernier mot. Même les échanges entre eux sont pareils à ceux qu'il peut y avoir entre potes, dans un couple ou entre jeunes. Eh, je te jure que toi, tu me saoules. La poêle, tu t'obstines à la mettre dans le placard du bas alors qu'elle va dans le placard du haut.
Je te jure, t'es relou. Mais c'est toi qui es relou. Eh, franchement, ferme ta bouche. Mais ferme ta bouche toi aussi. Mais va chier dans ta caisse. Mais toi aussi va chier dans ta Oh là caisse. là, mais t'es vraiment une grosse naze. Hein. Mais c'est toi le gros naze. Eh, t'es trop belle. Eh, t'es trop beau. Ouais, je sais. Franchement, j'ai l'impression d'être un vieux con quand je parle comme ça, mais je vous assure que par exemple, dans mon boulot, je côtoie des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans. Moi, j'en ai 34, hein, donc il commence à y avoir un fossé entre nous. Et quand je les entends parler, que ce soit pour se vanner ou juste pour parler sérieusement, c'est typiquement le genre de dialogue que j'entends. Donc au final, c'est tout à fait crédible. Et si ça vous agace, bah, c'est sûrement parce que c'est bien joué. Et ce naturel est aussi dû à l'alchimie qu'il y a entre les acteurs. Et c'est d'autant plus fou quand on sait qu'ils se connaissaient pas 30 jours avant le tournage du film. Et honnêtement, même si j'ai jamais vécu en cité, j'ai aucun doute sur le fait que ces personnages existent réellement. Les mecs qui essayent de s'en sortir malgré les difficultés, les relous qui voient le mal partout et qui doivent sûrement voter un peu à l'extrême, les jeunes qui font les cons et qui rendent fous les voisins, le vieux voisin attentionné qui sympathise avec les jeunes, la voisine que tout le monde connaît et adore, c'est sûr que tout ça, c'est du vécu. Ensuite, il y a l'histoire. Bon, l'idée de la bestiole qui est enlevée de son habitat naturel, qui atterrit dans un environnement qui n'est pas le sien et qui devient hostile, c'est pas nouveau. Mais dans ce contexte, c'est très intéressant. Parce que la première lecture de l'histoire, c'est celle d'un film d'horreur qui présente la terreur dans notre quotidien. À aucun moment on imaginerait vivre un truc pareil dans une banlieue dortoir. En revanche, la deuxième lecture fait le parallèle entre les araignées et les gens qui y vivent. Sébastien Vanitschek le revendique. Il a voulu montrer que les gens sont parqués dans des cités semblables à de grandes boîtes qui sont victimes le plus souvent du délit de sale gueule et qui sont livrés à eux-mêmes. On y voit aussi les tensions constantes entre les jeunes et la police. Et même si je pense qu'il prend un petit peu parti en donnant à la police le rôle de méchant qui informe personne, il montre bien la discorde qui vient des deux côtés. À bien y regarder, c'est un film qui parle de la peur de l'inconnu, de la difficulté des relations humaines et des difficultés des banlieues. Je vais pas aller plus loin dans l'analyse, parce que dans l'idée, je vais aller dans un sujet que je maîtrise pas vraiment, donc j'ai pas envie de dire de conneries, mais ça se voit que le film a été fait dans ce sens. Et ça explique des scènes comme celle-là. Depuis la première fois que j'ai vu le film, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans cette scène. On sait depuis 1h30 que la lumière bloque les araignées. Mais une fois les phares éteints, elle devrait forcément se jeter sur Caleb. Pourtant, elle s'enfuit. Et ben je pense que ça fait partie du message du film. Si on s'arrête au fait que ses congénères ont tué plein de monde, et qu'elle est bien moche et qu'elle fait peur, on se dit qu'il faut la buter et rouler dessus. Mais c'est une pauvre bestiole issue de l'adaptation forcée de ses ancêtres qui ont été déplacés dans un environnement qui n'était pas le leur. Elle veut juste vivre et trouver un coin pépère. C'est pour ça qu'elle se barre. Elle veut pas la bagarre. Elle est effrayée par la voiture, elle s'apprête à répliquer si besoin, mais une fois qu'elle se rend compte que tout va bien, elle préfère s'enfuir. Dans cette scène, on voit deux êtres considérés comme des vermines par le reste du monde qui veulent survivre, pas se battre. Et par opposition, l'un fuit la lumière alors que l'autre la cherche. C'est une interprétation comme une autre, hein, mais dans la mesure où cette scène m'a fait tiquer dès le premier visionnage, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose derrière. Pour rester dans ce qui est excellent, parlons mise en scène. Rien que le générique déjà. Bon, j'aime pas le rap, mais le montage est nerveux et évoque celui de certaines séries policières dont les araignées pourraient être les coupables ou les victimes. Il y a certains plans immersifs qui troublent un peu nos repères et nous font croire qu'on voit du point de vue d'une bestiole. Quand Moussa cherche à tuer une araignée par exemple, le plan sous la couette laisse penser qu'on voit ce qu'elle voit. Et la rotation de la caméra quand il cherche sous le lit nous propulse directement sous celui-ci. Si la bestiole est en dessous, on tombe droit sur elle. Alors par chance, elle y est pas, donc on respire, mais on reste tendu. D'ailleurs, ce plan a été fait avec une caméra posée sur un bras de robot et la rotation a été programmée par ordinateur. Et ça donne un effet vraiment stylé. Il y a aussi des petits détails dans les plans, dont la signification est lourde de sens, comme celui-là. La sortie qui est couverte de toile, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a plus d'issue. Les araignées règnent en maître sur le bâtiment. Tout à l'heure, je parlais du naturel des acteurs. Eh ben, je trouve que la mise en scène de Vanitschek est aussi naturelle. Je m'explique. Quand les lumières du HLM déconnent, c'est présenté d'une manière tellement fluide et décalée, parce qu'on a tous vécu ça au moins une fois avec un nom de dieu de capteur qui marche pas, que ça peut autant passer pour une scène bateau du film que pour un avertissement scénaristique, qu'on appelle fusil de Tchekhov, vous le savez déjà. Quand on est habitué au langage du cinéma et qu'on voit ce genre de plan, on sait que ça va resservir plus tard, parce qu'on est conscient de regarder un film. Mais quand on regarde le film pour ce qu'il est et qu'on est pris dans l'histoire, bah en fait on voit juste des lumières de HLM qui fonctionnent pas. Dans un autre registre, le travail sonore du film est excellent. Alors bien entendu, il y a les cliquetis des araignées qui ont été rajoutés pour créer de la peur et de la tension, mais tous les bruits du film sont nets et clairs, comme si on les faisait nous-mêmes. Genre, franchement, écoutez cette boîte à chaussures. Du velours pour les oreilles.
Et le pire, c'est que dans la mise en scène, Vanitschek fait aussi écho à des choses qu'on a pu voir sur internet. Comme par exemple quand l'araignée disparaît en un tas de petites araignées. Ça, je me souviens que c'était une vidéo qui avait été diffusée sur les internets. Pour le Capital Frisson, ça marche super bien. Vermine est sorti en fin d'année 2023 dans le sillage de films comme Wonka, Aquaman et Les Trois Mousquetaires et Milady. Autant dire qu'il n'y avait pas moyen qu'il se fasse une place. Cependant, il a tout de même attiré l'attention de 274 000 spectateurs, dont on a fait partie avec ADR, et on en est fiers. Pour les USA, en revanche, la prod a misé sur le Festival Fantastique d'Austin, au Texas, et la plateforme de streaming Shudder, spécialisée dans l'horreur, le thriller et le fantastique, pour le faire connaître au public. Et pour le coup, ça a bien marché. Et non seulement j'adore ce film, mais en plus, je trouve que le travail fourni pour si peu d'argent est vraiment très bon. Parce que 4 millions d'euros, quand tu les gagnes au loto, c'est sûr que c'est beaucoup. Mais pour faire un film, c'est pas Byzance, hein. Mais v'là le taf qu'ils ont fait avec si peu d'argent. Certains plans du film ont été tournés en extérieur, notamment dans les arènes Picasso à Noisy-le-Grand. Et ce plan au drone est superbe. Mais aussi à Aubervilliers pour les scènes dans les escaliers. Je crois que les escaliers d'Aubervilliers sont les meilleurs pour tourner des films. L'ouverture du film a été tournée au Maroc. D'ailleurs, les actrices Sophia Le Saffre et Lissa Nyarko y ont participé sur le plan technique. Et le reste a été tourné dans les studios de Bry-sur-Marne. Et pour l'occasion, ils ont construit l'entièreté de l'appartement de Caleb et Manon, mais aussi le couloir qui mène au parking, et même un morceau de gaine de ventilation pour y tourner le plan où on voit les araignées dans le conduit de la salle de bain. On l'a déjà vu pas mal de fois sur la chaîne, mais construire ses propres décors, ça permet de poser sa caméra où on veut pour faire les plans qu'on veut. Par exemple, avec une caméra au plafond, on peut voir ce plan de Tomani qui avance et tombe. Ça évite aussi les contraintes de location d'un vrai bâtiment. Là, ils ont pu disposer des décors comme bon leur semblait, qui leur a permis de faire de nombreuses répétitions des scènes, notamment pour celle de la baston avec les CRS. Et fait rare, le film a été tourné dans l'ordre chronologique, qui a permis aux acteurs de développer une relation progressive avec les araignées et d'accentuer l'immersion dans l'histoire. Et justement, puisque t'en parles, comment ils ont fait pour les araignées? Alors, ils ont employé 3 techniques. La première, celle d'utiliser des vraies araignées. La deuxième, de faire des sculptures d'araignées qu'ils ont disposées un petit peu partout. Et la troisième, les araignées en effet numérique. Comme pour Arachnophobie, de vraies araignées ont été employées. Et c'est l'espèce Heteropodam maxima, autrement appelée araignée chasseuse des forêts, qui a été choisie. Dans l'idée, on reste toujours dans la catégorie des araignées Huntsman, que j'avais bêtement traduit dans Arachnophobie comme araignée chasseuse d'hommes. Mais en fait, Huntsman, ça veut dire chasseur. Donc là, dans le cas de Vermine, ce sont des chasseuses des forêts. Mais dans l'idée, ça reste le même genre, quoi. Enfin, la même famille, avec le même voisin de palier. Dans l'idée, cette bestiole a une envergure qui peut aller jusqu'à 25 voire 30 cm, pour un corps de presque 5 cm. Donc ça fait déjà un beau bébé. C'est la Ferme Tropicale, une boutique fabuleuse qui est dans le 13e arrondissement de Paris, et d'ailleurs c'est là où on a acheté notre serpent, qui leur a fourni les bestioles. Et ils en ont utilisé plus de 200. Les acteurs les ont d'ailleurs manipulés, histoire d'apprendre à les connaître et aussi à affronter leurs peurs et leurs préjugés. Pour les plus grosses, le département des effets physiques a fabriqué des sculptures d'araignées de taille variable, qui ont d'ailleurs été employées dans la scène où les héros traversent le couloir plein d'araignées. Et pour les plus grandes, c'est la société MacGuff, qui a entre autres travaillé sur le règne animal. Ah, bien! Valérian et la Cité des Villes Planètes. Bien, je trouve. Et Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Qui a donné vie au monstre à 8 pattes. Et le travail est remarquable, parce que, je le répète, il a été fait avec un petit budget. Déjà, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point l'intégration des araignées est crédible. Pour ça, ils n'ont pas seulement ajouté les araignées dans les décors, ils les ont créées dans des décors modélisés, qui fait qu'elles ont vraiment un impact physique sur leur environnement. La scène du couloir de la mort est un chouette mélange de techniques. D'abord, de la fausse toile a été projetée via cet appareil, qu'on a pu voir dans l'interview que Jean-François Lemaire a donnée pour Legend. Jetez-vous sur sa chaîne YouTube d'ailleurs. En gros, c'est un pistolet à colle sur lequel il y a une buse d'air qui projette la matière sur les murs. Il suffit de 10 secondes pour couvrir un pan de mur. Donc, le couloir était plein de fausses toiles, sur lesquelles étaient disposées les fausses araignées montrées plus tôt. Il y en avait quelques-unes de vraies, et évidemment, il y avait les grandes en numérique. Le film a une bande-son qui comprend beaucoup de morceaux de rap, notamment des artistes Laylo, Hamza et Daiso. Mais pour la bande originale du film, Sébastien Vanitschek a fait appel à Douglas Cavana et Xavier Coe, tous les deux connus sous le nom de Double Danger. La bande originale est aussi flippante que le film. Elle colle d'ailleurs parfaitement à l'ambiance et aux actions. Elle semble par moments organique, par moments elle chointe, elle craque comme la chitine des araignées. Les violons grincent tantôt de manière longue et aiguë, provoquant un malaise lancinant.
Et parfois les cordes s'emballent pour évoquer une masse grouillante qui se répand et attaque tout le monde. Il y a un morceau d'une tristesse pas possible, titré sous le nom de Alone, qu'on entend quand le groupe se planque dans le local et entend les cris de Jordi. Franchement, il fout le cafard ce morceau-là. En bref, le film réunit tous les ingrédients pour que l'horreur et l'ambiance fonctionnent bien. Au casting, on retrouve d'abord Théo Christine. Le grand public l'a d'abord vu dans les 3 saisons de Scam France, mais c'est en incarnant Joey Starr dans le biopic Suprême que sa cote a explosé. Il a joué dans Comment je suis devenu un super-héros, Gran Turismo et le tout récent Magma, où il retrouve Marina Foïs, qui a elle aussi tâté de la bébête dans L'année du requin. Sophia Le Saffre a démarré en jouant dans Les Mythos, mais elle s'est un peu fait remarquer dans Les Trois Frères Le Retour, même si le film était plutôt moyen. Après, à choisir, je préfère voir Les Trois Frères Le Retour que Les Visiteurs 3 La Révolution. Bon, en soi, c'est pas une prouesse de faire mieux, mais ça va quoi. Je me souviens de l'avoir vu dans Seul, un film dont je suis pas sûr d'avoir compris la fin, mais qui était vraiment bien. Elle a joué dans La Terre et le Sang, Revoir Paris et dans la série Braqueur. Finnegan Oldfield a commencé sa carrière en 2008 en jouant dans Les Hauts Murs. On l'a vu ensuite dans des films comme Marvin ou La Belle Éducation, Les Cowboys, Ni la Terre ni le ciel, Réparer les vivants, La promesse de l'aube, dans le tout récent Alpha et dans le film Coupé de Michel Hazanavicius. Et je suis vraiment désolé si ce que je vais dire va provoquer des remontées de haine dans les commentaires, mais je n'ai vraiment pas du tout aimé ce film. J'ai regardé les 45 premières minutes et après j'ai laissé tomber. Alors je sais ce qui se passe après, parce que j'ai quand même fait une avance rapide, mais j'ai vraiment pas accroché. Pour la première fois dans un épisode de Monstre le Film, on va parler d'un YouTuber qui est devenu acteur. Jérôme Niel avait lancé sa chaîne YouTube, La Ferme Jérôme, avant d'être remarqué par la chaîne MTV. Il a travaillé dans Le Grand Journal et avec Studio Bagel, mais il est évidemment connu pour sa mini-série Les Tutos, où il est complètement fou. Et il a démarré le cinéma en 2016 avec Rupture pour tous, puis il a joué dans L'Idéal, Le Manoir, Fumer fait tousser, Balle perdue 2, Dali et Nous les Leroy. Et il a aussi fait beaucoup d'émissions télé, notamment Top Gear France. Et je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux dans le film. Il a une vraie intensité dans le regard, ce mec. Je pense qu'il peut jouer de grands rôles dans les films, vraiment. Marie-Philomène Gars a commencé sa carrière il y a quelques temps, puisqu'elle était la femme de ménage dans Bernie, d'Albert Dupontel. Mais elle a notamment joué dans Neuilly sa mère, Merci papa, merci maman, Il reste du jambon, Casse départ, Le crocodile du Botswana, Le grand partage, Bienvenue à Marly-Gaumont, Il a déjà tes yeux, OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire et Rumba la vie. Quant à Emmanuel Bonamy, vous le connaissez peut-être pas physiquement, mais vous connaissez forcément sa voix. Il a fait pas mal de doublages dans des jeux vidéo, dans Medieval Total War, Half-Life 2 épisode 2, Empire Total War, Mortal Kombat 10, et il a été la voix de Solid Snake dans Metal Gear Solid 1 et 2, et celle de Jacob Lee dans The Callisto Protocol. Pour conclure, Vermine est une bonne surprise et surtout le signe qu'il existe des gens dans le cinéma français qui peuvent faire des films qui sortent de l'ordinaire. C'est un film que je vous recommande vraiment. Si vous aimez le cinéma, je vous recommande de le regarder. Si vous êtes arachnophobe, ça va être dur. Mais franchement, rien que pour la mise en scène et pour l'ambiance, il vaut le détour. La semaine prochaine, on va voir un film dont on pourrait nous accuser d'avoir copié l'histoire. Pour la fiction de Monstre de Film. Mais pourtant, c'est pas le cas. Parce qu'on a vu le film bien après avoir commencé la fiction. Ça va peut-être pas être si facile que ça à trouver.